Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Qu'entre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Un invité nous accompagne, nous les mettons sur la table pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays ce matin, c'est encore la présence de l'armée ougandaise ici en République démocratique du Congo. Que faut-il retenir de cette affaire? Est-ce que c'était ça la solution miracle? On en parle dans cette édition. On revient également sur des insultes vécues ce week-end au niveau de la Chambre basse du Parlement. Délinquant, voyou, Mbosso, c'est Sanga qui a vraiment raison dans ce qui se passe. On parlera d'autres questions importantes d'actualité de l'heure. Un invité nous accompagne sur ce plateau, c'est M. Alain Bolodja. Monsieur Bolodja, bonjour. Bonjour, bonjour en tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Merci d'avoir accepté notre invitation, bien habillé comme d'habitude. J'adore le bleu de votre veste sortie de cette cravate. Salut. J'attends toujours Madame London. Moi, je suis habillé en londoloise. Donc, vous aimez cette veste ici, vous aimez la montre, vous aimez la chemise. Regardez les spots publicitaires, appelez Judith Londolé, mais Toko avec sa londoloise. Dites-lui qu'on a vu Perrault, nous avons aimé la manière dont il était habillé. Passez vos commandes et il se fera le réel plaisir de vous envoyer. Alors, Alain Bolodja, c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. On va donc analyser l'actualité politique. Je rappelle que vous êtes un homme politique, vous avez votre parti politique et vous prêchez pour la mise en place de l'article 64. C'est-à-dire, vous estimez que le Congo n'a pas de chance d'avoir le président Tshisekedi comme président de la République. La seule solution pour vous, c'est de les chasser. Bon, en fait, il n'y a pas que ça. Nous prenons pour l'avènement de la 4e République. Parce que nous constatons que le système politique actuel est déjà bloqué. Voilà pourquoi nous prenons pour la convocation d'un congrès fondateur pour l'avènement de cette 4e République avec un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. On parlera de ça. Aujourd'hui, je vais quand même vers la fin parler de votre parti politique. Parce qu'enfin, on vous reçoit ici, mais dans les faits, vous êtes un politicien des plateaux de télévision. Hein. Aucun meeting, aucun rassemblement, aucune adhésion. C'est facile de venir pérorer comme vous le faites ici. Nous vous donnons nos plateaux. Mais sur le terrain, politiquement, ni vous, ni votre parti, vous êtes un poids mouche. Vous n'avez aucun ancrage sur le plan politique dans le pays. Bon, ce qui est vrai, l'ancrage s'est créé. Et nous sommes un parti en gestation. Nous n'avons pas encore la capacité d'organiser des meetings, mais c'est ça au fait. La seule capacité, c'est de venir critiquer Félix Tshisekedi sur le plateau des Non, mais ce n'est pas interdit. C'est un droit consacré. On ne doit pas nous dire qu'on reconnaît le seul droit qu'à ceux qui ont des partis politiques. Non, nous avons droit. C'est aussi, un droit d'implanter ce parti politique, M. Bolodja. Non, mais effectivement, ça viendra avec les temps. Ne pensez pas que l'UDPS d'aujourd'hui a été créé depuis 1982, c'est avec les temps qu'ils ils ont formalisé leur démarche. Nous existons sur le plan social, mais nous cherchons maintenant à légaliser la création de notre parti pour nous conformer aux lois de la République. Mais cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras. Je suis congolais et la Constitution me reconnaît le droit de critiquer ceux qui prétendent être au pouvoir, et surtout que je suis moi-même l'une des victimes de la mauvaise gouvernance pendant des années. Et donc, je suis là, je représente tous ceux qui sont victimes parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays où la population est caractérisée par une pauvreté déshumanisante que certaines personnes commencent à utiliser l'argent de la République comme si c'était l'argent de leur famille. Donc, j'ai le droit, moi aussi, de critiquer et même aussi de prétendre un jour avoir le pouvoir. Laissez-moi revenir un peu vers vous, parce que bon, j'ai quand même annoncé aux gens que je devais faire cette émission avec vous. Il y en a qui m'ont quand même demandé de vous poser des questions qui peuvent à un moment donné paraître aussi quand même un peu personnelles, mais vous êtes un homme politique. Non, il n'y a pas de problème. Vos détracteurs disent que vous êtes un homme qui manque des priorités, un homme un peu éparpillé. Je ne vous connais pas. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que le fait de prioriser la télévision et les plateaux de télévision à la place de l'implantation d'une structure politique
ne versez pas de l'eau dans le moulin. Est-ce que vous ne confondez pas les priorités? Vous prêchez pour l'article 64 alors que vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas de sièges, vous n'avez pas un secrétaire général. Comment peut-on croire à un homme qui manque des problèmes d'organisation comme vous, comme ça là? Non, mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas compris comment le politique ou comment l'environnement politique fonctionne. Il y a eu une révolution en Algérie. La révolution n'est pas partie d'un parti politique. C'est juste quelqu'un, un individu qui s'est immolé et la suite nous connaissons. Ce qui veut dire que ce que nous faisons, nous ne cherchons pas à avoir le pouvoir pour mettre plus l'accent sur le parti politique. Ce qui importe pour nous, que nous amenons l'éveil. Ce n'est pas à nous d'enclencher l'article 64, c'est au peuple. Nous organisons le peuple, nous réarmons mentalement le peuple justement pour que nous atteignions cet objectif. En faisant quoi? Non, mais l'éveil. Nous amenons le message qu'il faut. Sans une structure... non, mais attendez. Une organisation. Vous pensez que si on a besoin d'atteindre la révolution, on va vous exposer tous ceux qui vont intervenir comme ça? Nous ne sommes pas comme nos amis de l'UDPS ou les autres organisations qui vont mettre à nu tout ce qu'ils sont en train de boutiquer. Nous sommes en train de nous organiser et au moment opportun, vous saurez qui nous sommes réellement. Ok, on le retient. Pour ceux qui m'ont posé des questions sur ce que Bolodja est véritablement sur le plan politique, les réponses sont là. Je rappelle quand même qu'à un moment donné, il a soutenu Kabila, ça il ne s'en cache pas. Je ne suis pas les seuls. Ils doivent élargir la liste. Parce qu'apparemment, quand on parle de, comment il s'appelle, le monsieur de Limité, j'oublie souvent son nom, Jekoko Moulumba, on semble oublier que lui aussi était kabiliste. Lui, il a servi Kabila. Vous l'étiez vous aussi kabiliste? Non, mais effectivement. Effectivement. J'aime quand vous assumez comme ça. Non, mais pourquoi quand il s'agit de lui, on trouve que c'est normal? Quand il s'agit de Francis Kalombo, on trouve que c'est normal. Mbosso, on trouve que c'est normal. Tous ceux qui ont eu à gérer. Parce que moi, j'ai été kabiliste, oui, mais je n'ai jamais géré. Je n'ai jamais pris une décision contre la République. Mais ceux qui ont pris des décisions contre la République sont applaudis. C'est quand même surprenant. Non, mais vous étiez kabiliste quand même. Parce que vous croyez en Kabila, en son combat, vous aviez des convictions. Est-ce que vous pensez que Kabila était un bon président? Si vous demandez de parler de Kabila. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, si on doit le juger, on peut fractionner sa vie politique en trois. Premièrement, Kabila, son tempérament nous a permis d'avoir le 1+4. Et on a eu à organiser les élections. Ça, salué. Ça, sur ce point-là, je suis d'accord. Il a pu quand même faire quelque chose. Avant cet événement et après, ça c'est discutable. Parce qu'il faut reconnaître qu'avant qu'il ne devienne président, je n'ai pas assez d'informations sur sa vie, parce que je sais qu'il était militaire, probablement qu'il a eu à faire des bévues que je ne maîtrise pas, mais sur ce point-là... On dit qu'il était commandant de l'escadron Tingue où il y a eu les massacres, tout ça. Oui, là, je n'ai pas assez d'éléments. Moi non mais plus. Quand il était président, il nous a amené à 1+4. Aujourd'hui, nous avons une charpente institutionnelle, justement parce qu'il y avait une certaine volonté. C'est vrai que ce n'était pas lui seulement. Il y a eu d'autres pères de cette fameuse démocratie que tout le monde salue, par ailleurs. Il a eu à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il a donné une bonne vision, la vision de la révolution de la modernité, et surtout le programme des 100 jours, le programme de 5 chantiers. C'était un programme structurant, parce qu'il a touché les grands travaux. En faisant l'économie, j'ai compris que pour que nous arrivions à solutionner le problème qui nous assaille aujourd'hui, nous devons investir dans les grands travaux, les infrastructures. Il a touché 5 piliers. Infrastructure, éducation, santé, eau et énergie et emploi. Alors dites-moi, quel est cet économiste sérieux qui ne peut pas mordre à l'hameçon? C'était un programme ambitieux au regard des réalités du Congo. Et si vous voyez tout ce que je défends aujourd'hui, je suis toujours dans les 5 piliers. Je mets l'accent, notre politique est centrée essentiellement sur les 5 piliers. C'est que nous avons reproché à Kabila. Il a fait une bonne proposition, mais il a commis beaucoup de péchés par rapport au casting, au recrutement du personnel politique. Il n'a pas su choisir les bonnes personnes. Et par moments, lui-même n'a pas su bien capitaliser ou optimiser ses chances par rapport à cette réalité. S'il avait réussi dans les 5 chantiers, et ce qui a été relayé par le programme La Révolution de la Modernité, aujourd'hui le pays allait avoir une bonne base sur le plan économique et social. Donc je suis dans cette vision. Et ceux qui m'ont suivi
dans cette vidéo, j'ai dit, je ne soutiens pas la personne de Kabila, mais je soutiens l'idée. Et même le si kabylisme dont on parle, ce n'est pas lié à la personne de Kabila. Il y a des gens aujourd'hui qui sont kimbanguistes sans pour autant connaître Kimbangu. Ils ont accepté, ils ont soutenu la vision. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ce sont les conséquences de cette vision-là. La centrale électrique de Zongo 2, ça fait partie des 5 chantiers. Vous prenez Katende, Kakobola, ça fait partie des 5 chantiers. Les grands travaux avec plus de 3000 km, ça fait partie des grands chantiers. La construction de 1000 écoles par an, ça fait partie des grands travaux. Nous avons soutenu l'idée. Mais dans la faisabilité, il a commis des erreurs. Voilà pourquoi j'ai critiqué. Mais par rapport à ces 5 piliers, quand on suit Tshisekedi, apparemment, il est dans la même logique. Si il n'a pas le choix. Si c'est l'idée que vous soutenez, mais pourquoi vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi? Non, mais effectivement. Lui aussi, quand il parle, quand il évoque les 100 jours, on voit que ce sont les infrastructures, c'est l'éducation avec la gratuité de l'enseignement. C'est pratiquement la même chose. Si c'est vraiment l'idée que vous soutenez, mais on a l'impression que l'idée, vous l'avez soutenue là-bas, ici, vous ne le soutenez pas. C'est plutôt l'homme que vous avez soutenu. Non, mais au contraire. Si je soutenais l'homme, j'allais être avec Kabila. Moi, j'ai critiqué Kabila pendant qu'il était au pouvoir. Pourquoi les gens n'aiment pas montrer ces vidéos-là? Quand j'ai critiqué la gouvernance, quand j'ai critiqué Matata, quand j'ai critiqué tous ceux qui ont eu à gérer le pays avec Kabila. On n'a pas l'intention de prendre toutes ces vidéos justement parce que je suis en train de le mettre mal à l'aise. Si j'étais avec Félix Tshisekedi, on allait m'applaudir. Comment peut-on crucifier Alain Bolodjoa du fait d'avoir soutenu Kabila alors qu'on a Bahati qui se mettait à la queue leu devant Kabila pour entrer à Kingakati? Il y a des gens qui ont eu à assumer de fonctions, qui ont eu à détourner l'argent, mais qui sont applaudis aujourd'hui. Le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Félix Tshisekedi, il était avec Kabila. M. François Biya. Il était avec Kabila. Tous ceux-là qui font le beau temps avec M. Félix Tshisekedi, tous sans exception, étaient avec Kabila. Alors pourquoi on veut me rendre responsable de la gestion de Kabila alors que je n'ai jamais pris une signature contre le peuple? Comment peut-on accepter Francis Kalombo, Jekoko Moulumba, tous ceux qui ont eu à assumer de fonctions, alors que moi, qui n'avais jamais pris des engagements dans la gouvernance, on veut me rendre responsable de cela? Je comprends, je suis en train de mettre ces gens mal à l'aise. Voilà pourquoi ils veulent boutiquer toutes ces stratégies. Et dans le fond, le programme que vous souteniez chez Kabila, vous ne voyez pas ça chez le président Tshisekedi? Non, M. Félix... Il n'est pas dans cette vision-là. Non, M. Félix Tshisekedi n'a pas de vision. M. Félix Tshisekedi est en train de patauger dans l'incompétence notoire. Attendez. Non, mais attendez. Je ne vais pas vous laisser dire sur ce plateau que le président de la République est incompétent. Non, mais vous pensez que l'incompétence est un crime? Dire à quelqu'un qu'il est incompétent, c'est un crime? Il y a possibilité de le démontrer. Lorsqu'on confond déjà ses missions ou ses attributions, on est incompétent. Il suffit seulement de voir les résultats. Combien de projets initiés par M. Félix Tshisekedi alors que la Constitution ne lui reconnaît pas le droit de le faire? C'est de l'incompétence. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. C'est juste un constat. Nous constatons qu'effectivement, il ne sait pas articuler le politique, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des conflits de compétences entre lui, l'institution président, lui, M. Félix Tshisekedi, qui incarne l'institution président de la République, et les autres institutions. Attention à l'outrage au président de la République, hein. Attention, Boulodji. Non, mais dire à quelqu'un qu'il est incompétent, c'est de l'outrage. Le quelqu'un là, c'est le président de la République. Non, mais s'il est incompétent, vous voulez qu'on fasse quoi? S'il est incompétent, il est incompétent. On ne va pas inventer la roue aujourd'hui. S'il est incompétent, vous savez que la compétence se mesure aussi. On peut vous démontrer noir sur blanc qu'il est incompétent. Voilà. Donc en 3 ans, pour vous, le président Tshisekedi n'a pas de vision, n'a pas d'action, il n'a rien. Non, mais il n'a même pas de gouvernail. Quel est le document de base qu'il utilise? Parce que dans leur programme, le fameux programme de gouvernance, c'était étalé sur 5 ans. Ils ont réduit à 3 ans, avec les mêmes objectifs, les mêmes actions. Ce n'est pas possible. Ce qu'on avait prévu de faire en 5 ans, vous réduisez le timing, mais vous gardez les mêmes actions. Non, mais c'est incompréhensible. Moi, j'ai fait l'économie des développements. Je m'y connais un peu. J'ai travaillé au ministère du Plan. J'ai une idée sur la planification. Ce n'est pas comme ça. Et lorsque vous comparez le programme de gouvernance et le budget, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de lien. Quels sont les objectifs poursuivis par cette gouvernance? Est-ce qu'ils sont arrivés à quantifier le problème congolais? Est-ce qu'ils ont su mettre en place un bon programme pour que l'on sache qu'effectivement ils sont dans le bon? Vous présentez un programme de 46 milliards de dollars. Vous réduisez à 36 milliards de dollars. Vous présentez un budget modique de 6 milliards 800. On ne va pas vous prendre au sérieux.
Vous présentez des budgets cosmétiques. Vous dites à la population que vous êtes en mesure de mobiliser 10 milliards. Alors que dans la loi de reddition de comptes de l'année 2020, on démontre que vous n'avez même pas pu mobiliser 50%. Ça, c'est du vent que l'on vous vend. Alors, posez-vous la question. Autant de problèmes qui assaillent notre population. Non, mais dans le budget rectificatif de cette année, ils sont quand même aux alentours de 7 milliards de dollars. Hein. C'est un budget en augmentation. Non, mais on augmente. Non, ils ont prévu 10 milliards de dollars. Ça, ce sont des prévisions. Mais la capacité mobilisatrice se constate par rapport à la reddition de comptes. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020 et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2021? Ont-ils investi? Quels sont les secteurs porteurs de la croissance? Ce sont le même secteur, le secteur minier. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Est-ce qu'il y a eu des réformes au niveau de l'administration pour qu'on se rassure qu'effectivement cette fois-ci, on sera en mesure de mobiliser 10 milliards? Lorsque le gouvernement voulait présenter son budget de 7 milliards, c'était par rapport aux données statistiques venant de l'administration publique. Qu'est-ce qui a fait qu'on nous amène jusqu'à 10 milliards? C'est justement parce que M. Félix Ségué compte sur l'extérieur. Ça, ce sont des revenus exceptionnels. Ça peut ou ne pas arriver. Et d'ailleurs, la plupart de ces financements sont préaffectés. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de bon. Les dépenses liées au fonctionnement des institutions se sont accrues. Alors, comparons un peu les deux projets, que ce soit le premier projet de 7 milliards et ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que quelque part, on vous vend du vent. On va évaluer M. Félix Ségué lorsqu'on va voir sa capacité à mobiliser le moyen, mais aussi à respecter les lignes de crédit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un grand débat au niveau du Parlement. Il y a eu Delis Esanga qui a proposé à ce que l'on réduise le train de vie de la population. J'ai suivi une des institutions et surtout de la présidente de la République et du gouvernement. On prend Ntingi Pouloulou qui a décortiqué pratiquement le rapport sur la loi sur la reddition de comptes, qui nous a démontré qu'effectivement c'était une gestion de prédation. Tout le monde voit que M. Félix Ségué est en train de patauger. Non seulement qu'il n'a pas la volonté, mais il n'a pas la capacité. Ce sont là des réalités. Alors, nous devons nous taire, alors qu'on veut nous faire perdre 5 ans comme ça inutilement. Lui-même qui a reconnu qu'il a perdu 2 ans, il continue avec le même erreur. Ce n'est pas son pays. Il n'a pas le certificat d'enregistrement. Tout le monde est propriétaire. Alors, nous voulons qu'il y ait les changements. Voilà pourquoi nous considérons pour notre part que M. Félix Ségué mérite d'aller en retraite anticipée. Il faut les chasser du pouvoir. Non, mais si la population... Pas question de patienter jusqu'en 2020. Non, mais patienter pourquoi? Il faut mener la révolution même là. Patienter pourquoi? Qui va accepter de mourir en silence? Qui? Si la population considère qu'elle doit continuer dans ces gangstérismes qu'on veut nous imposer en termes de gestion, mais ce qui est vrai, nous n'avons pas d'autre choix que d'enclencher l'article 64. Allez, parce que vous êtes allé au Parlement, vous m'avez amené, on va y rester. Vous avez suivi les débats entre d'un côté Delis Esanga et de l'autre Mbosso. L'un dit de l'autre qu'il est délinquant, l'autre répond que vous êtes un voyou. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit dans des assemblées parlementaires les gens en train de se rentrer dedans. Mais vous, votre interprétation de cette guéguerre-là, de cet envolé-là qu'on a vu entre Mbosso et Delis Esanga, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Monsieur Mbosso est un acteur politique de première heure. Il a commencé la politique, je crois, à la Première République. Mais fort malheureusement, il n'a pas su actualiser son vocabulaire et il a toujours tendance à ne pas comprendre ce que les autres disent. Et moi, je comprends. Parce que lorsqu'on est en face des vestiges de cette génération-là, ils ont toujours des difficultés. Lorsque vous prenez la définition du terme, du concept ou du terme, du vocable délinquance, c'est justement un ensemble de délits considérés par la société. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des passements, en économie, c'est un délit. L'autre fois, j'avais traité ces institutions des délinquants ou de criminels économiques. Vous n'avez pas voulu accepter ces concepts. Mais ce sont là les termes qu'on nous a appris à l'université. Vous voulez qu'on change de vocabulaire parce que M. Mbosso est président de l'Assemblée nationale? Non. Il y a de lois. Il y a de lois qui réglementent le secteur de finances publiques. La LOFIP a déjà fixé les principes.
Lorsqu'on vous aligne, on vous donne des lignes de crédit, vous n'avez pas le droit, vous, d'échanger, de faire bouger ces lignes sans passer par les parlements. Tout ce que vous faites, ça, c'est la délinquance. Lorsqu'on vous parle de dépassement budgétaire, ça c'est une manière de violer la loi. Non, l'IGF a dit que ce n'est pas une violation de la loi. Non, mais pourquoi vous vous référez à l'IGF? Il n'est pas le référentiel de la science. Référez-vous à la loi. Il n'est pas autorisé à une institution de faire des dépassements parce que ces dépassements-là ont une incidence sur les autres lignes de crédit. Tout ce que vous consommez en surplus a une incidence sur le fonctionnement des autres institutions. Si on peut donner la latitude à un président de la République ou à un gouvernement de connaître des dépassements, alors à quoi ça sert de mettre ça sur la loi, dans la loi? Il fallait tout simplement leur laisser la latitude de faire ce qu'ils veulent. La loi voudrait assez que tout le monde s'y conforme. Et lorsque les gens n'arrivent pas à se conformer à la loi, ce sont des délinquants. Donc pour vous, le concept de délinquant, c'était un concept approprié. Non, mais Sanga n'avait pas tort. Non, mais il pouvait dire quoi? Vous qui êtes spécialiste en matière de français, dites-nous, il devait utiliser quel concept? Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Ceux qui n'arrivent pas à bien gérer les finances publiques, ce sont des délinquants, ce sont des criminels. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'il y a des passements, vous ponctionnez dans le revenu des autres? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État ne fonctionne pas normalement. Il y a un problème de disparité en termes de traitement. Il y a de ceux qui manquent de tout et ceux qui ont tout. Ça, c'est très grave. Combien de députés ont fustigé cela? Même les députés de l'Union sacrée, je ne veux pas citer le nom ici. Nous suivons chaque jour ce qui s'est dit. Comment peut-on donner à la présidente de la République plus de 240 millions de dollars? Plus de 240 millions de dollars. Si vous faites une moyenne de 300 jours, ils consomment pratiquement dans le 800 000 dollars par jour. Alors que le ministère de l'Agriculture, qui est un ministère de production, n'a pas consommé ces crédits. Combien de fonctionnaires ne sont pas payés? Ils ont un problème avec l'état des sièges, où les deux généraux qui ont été nommés n'ont pas le moyen de leur politique. Lorsqu'on veut engraisser M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'entourent avec des finances publiques, alors que les autres n'ont rien, ce qui veut dire que quelque part, il y a une sorte de boulimie qui ne veut pas, que nous ne voulons pas qualifier. L'État ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi déjà au départ, la loi a prévu, avant qu'une loi de finances soit adoptée, on procède d'abord par l'adoption du rapport de la Cour des comptes, la loi sur la réduction des comptes. Cela permet déjà de voir le comportement de ceux qui ont géré le budget de la fois passée. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé, ça c'est un crime. Ça c'est un crime. Et fort malheureusement, personne n'est sanctionné. Parce qu'en réalité, lorsqu'on établit des responsabilités par rapport à la gestion des finances publiques, ce qui devait s'en suivre, c'était les sanctions. Personne n'est sanctionné jusque-là. Personne. On vous dit que M. Félix Tshisekedi a connu des dépassements, il n'est même pas inquiété. Tout le monde a peur de lui. Ce n'est pas normal. Comment peut-on avoir des gens qui sont au-dessus de la loi? Ce n'est pas normal. Donc, quelque part, nous devons nous dire, le pays va très mal. Le pays va très mal. C'est vrai, M. Félix Tshisekedi pouvait avoir, dans une certaine mesure, la volonté de mieux faire les choses. Mais il a été engloutiné dans le système. Rien ne va. Et il n'est pas le seul. On vous a parlé des dépassements au niveau du Sénat. Les surveillants qui détournent l'argent, dites-moi. Lorsque vous confiez la mission au Parlement de contrôler la gestion du gouvernement, et le Parlement lui-même déjà arrive à détourner l'argent de la République. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un détournement. Les dépassements n'est pas un détournement. Non, mais c'est un détourné, c'est-à-dire faire déplacer, prendre l'argent qui était affecté pour tel projet et l'amener à un autre projet sans passer par les parlements. C'est ça les détournements. C'est ça les détournements. Et en mesurant, en évaluant les actions menées par M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a pu apporter? Qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter s'il était resté sur place? Parce que les gens vous disent, non, il a su amener 4 milliards 500 millions. Non, mais attendez, il y a des pays qui ont su mobiliser plus de 4 milliards 600 millions sans que leur président fasse de voyage comme il a fait. La mobilisation de moyens ne veut pas dire... Il a dépensé moins de 50 millions pour 4 milliards de dollars quand même. Non, mais vous gardez toujours le même montant. Il a dépensé, là c'était en 2020. Non, l'IGF a dit ça il y a quoi? Il y a un mois. Non, mais pourquoi devons-nous suivre l'IGF qui est un militant d'un parti politique? M. Félix Tshisekedi a dit à Londres... Il a des données que vous n'avez pas. Mais, non, mais comment ça?
Lui, il est kabilo-tshisekéliste. Il n'est pas dans la vision de l'État. À Londres, M. Félix Tshisekedi a dit qu'il avait dépensé 50 millions. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même montant. Ça, ce n'est pas nous prendre au sérieux. Le pays va très mal. On doit arriver à créer une sorte d'équilibre dans la gestion des ambitions individuelles. Il n'y a pas que M. Félix Tshisekedi qui a besoin d'argent. Il y a les ETD qui ont besoin d'argent, le 40%. La caisse de péréquation qui devait recevoir les 10% jusqu'aujourd'hui. On n'en parle pas. Les investissements qui devaient soutenir les provinces. On n'en parle pas. Pourquoi doit-on centrer toutes les politiques sur la personne de M. Félix Tshisekedi? Et vous pensez que dans un pays sérieux, pour que l'État puisse fonctionner au niveau international, il faut chaque fois envoyer son président? Non. Nous avons des représentations dans plus de 67 États. Nous avons des ambassadeurs qui peuvent jouer le même rôle. Les ambassadeurs qui n'ont pas de frais de fonctionnement, qui ne payent même pas le loyer. Vous fragilisez l'administration publique au niveau de l'extérieur. Et vous pensez que c'est la personne du président qui doit faire la diplomatie? Non. Ah non, là nous ne sommes pas d'accord. Il faut faire travailler les ambassadeurs. Ils pouvaient rester chez lui, en ligne, travailler. Je ne pense pas que tout le président tanzanien, qui a eu à mobiliser plus d'argent que M. Félix Tshisekedi, n'a pas effectué autant de voyages que lui. Ce qui veut dire que là, nous sommes dans le politique tshisekedi-centré. Toute la vie de la nation aujourd'hui est centrée sur la personne de Félix Tshisekedi. Là, nous ne pouvons pas tolérer. Qu'ils nous disent dans sa province d'origine, ils ont donné combien? Ils ont investi combien là-bas? Ils n'ont pas droit. Dans ce pays, il n'y a que M. Félix Tshisekedi qui a droit à avoir l'argent de la République. Ah non. Donc vous pensez que il n'y a rien à reprocher à Denis Sesanga, mais dès là quand même, M. Sesanga a traité le président d'une chambre législative de voyous, des ridicules. Est-ce que vous ne pensez, ce président-là a pratiquement le même âge que son père, il est même plus âgé que son papa. On est africain, on est bantou, non? Là, vous êtes dans la morale. Vous n'êtes pas en droit. On est bantou, on est africain. Ça, c'est des choses quand même qu'on n'oublie pas. Vous pensez que votre gestion de la République peut expliquer un tel écart de langage? Non, mais ce qui est vrai, M. Mbosso fait partie des fossiles de la Première République. Il doit chercher à s'actualiser. Et d'ailleurs, moi, je considère pour ma part, il y a des gens qui sont déjà les formels sur le plan politique. Ils doivent se mettre de côté. On doit redynamiser les institutions. On doit amener un sang neuf. Qu'est-ce que M. Mbosso peut apporter aux générations futures? Ah non! Nous devons arriver à avoir des gens qui prennent pour la démocratie. Lui, il est né dans un contexte de la dictature. Il y a combien de députés qui se plaignent? On ne leur donne pas la parole. Il n'est pas le plus intelligent dans cet hémicycle. Il y a des gens qui ont d'autres visions. C'est dans le choc des idées qu'on va arriver à mettre en place un modèle de développement. Lui, il veut caporaliser les institutions. Ça, c'est quand même grave. Je pense que le fait seulement qu'il n'a pas compris le message de Denis Sesanga, il y a une sorte de délire. Il n'a pas su se maîtriser. Comment on peut demander à quelqu'un de retirer un mot que vous ne comprenez pas? Non. Il pouvait aussi consulter son dictionnaire. Il avait la possibilité de consulter son dictionnaire. Ce qui était important pour ceux qui suivent ces débats, c'était de voir la conclusion de M. Denis Sesanga. Parce que c'était un débat qui touche directement à la société. On parlait du budget. Le budget, c'est l'intention chiffrée du gouvernement. Et on voudrait avoir des gens qui réfléchissent comme lui, comme des automates. Des gens qui viendront pour applaudir. Ah non, nous devons arriver à dire à tous ces vieux-là, vous avez commis beaucoup de bévues. Il est temps pour vous de vous amender. Vous ne répondez pas à ma question. Les écarts. Est-ce là qu'il fallait arriver à dire à son président qu'il est voyou, qu'il est ridicule, qu'il est? Non, mais ça arrive, ça arrive. Et d'ailleurs, qui douterait de ce qui a été dit? Sincèrement. Ah, ça arrive. Vous voulez confirmer que pour vous, Mbosso, c'est un voyou? Non, mais je ne l'ai pas dit. Mais si Denis Sesanga allait dire certainement qu'il a beaucoup d'éléments. Vous voulez qu'on commence à citer le nom des députés qui se plaignent de son comportement? Alors vous relativisez alors ces insultes-là. Hein? Non, mais je ne... Quand je vais évoquer l'Africain, quand je vais évoquer le fait qu'on est... Vous savez, même le voyou là... Vous allez dire non, mais même le voyou... Vous allez dire qu'on est... Je vous fais la morale. Non, mais attendez. Africain, on est africain. Est-ce que en Afrique, il y a un président du Parlement? Il doit s'assumer. Il doit apprendre à respecter le point de vue des autres. Le Parlement, tel qu'on nous le présente, c'est le temple de la démocratie. Alors, vous interdisez aux gens de parler. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont quoi comme instrument à part de parler là?
Ils n'ont que ça comme instrument. Alors, ils ont été élus pourquoi? Ils ont de comptes à rendre à leur base. Vous leur interdisez de parler, vous voulez qu'on entende que vous, et le samedi vous allez vous danser et puis vous revenez. Non, le pays ne peut pas être géré comme ça. Nous voulons qu'il y ait les changements. Moi personnellement, je ne fais pas confiance à toutes ces institutions parce que tous sans exception ont été kabilocratiquement élus. Mais je crois qu'on peut aussi faire semblant d'être dans une démocratie. Laissez les gens s'exprimer. Ils peuvent aussi vous apporter des idées. Le pays va très mal. Le fait seulement que lui, je ne dirais pas qu'il a vendu son âme, mais le fait seulement que lui est devenu un caporal de M. Félix Tshisekedi, il pense que tout le monde doit réfléchir comme lui. Ah non. Les choses doivent changer et nous avons besoin de ces changements-là. Les changements, en fait, c'est ça le début du changement. Il faut accepter que les autres vous critiquent. Et M. Denis Sesanga ne s'est même pas attaqué au président. Il s'est attaqué à la gestion. Et lorsqu'il a mis en évidence tout ce qui s'est fait en 2020, ce gouvernement n'était même pas mis en place. Ce qui veut dire qu'il critiquait la manière de gérer les finances publiques. Est-ce que, comment il s'appelle, c'est lui qui fait office de Premier ministre, Sama Lukonde. Il fait office sur les premiers ministres. Non, il n'y a pas de Premier ministre, il y a un assistant. La fonction de Premier ministre est aujourd'hui à la présidence de la République. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce qui est vrai, M. Sama Lukonde a compris que cela ne revenait pas de lui. Lui ne sera critiqué qu'en 2022. Parce qu'il a commencé à gérer les finances publiques à partir de 2021. Il ne s'attaquait pas à lui, il s'attaquait au système. Et je ne pense pas que monsieur... j'oublie souvent son nom, celui qui fait l'office du Premier ministre, il avait compris qu'on ne s'attaquait pas à lui parce qu'il n'était pas Premier ministre. Mais Mbosso, en tant qu'adepte ou militant du fascisme, voulait maintenant faire dérailler les débats. Alors, heureusement, il a été bien classé dans... En fait, le mot a été bien choisi pour le ramener sur les rails. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça viendra. Il y a des jeunes qui nous regardent, arrêtez de faire l'apologie des insultes et des injures, arrêtez ça, arrêtez ça. Ah bon, quand on dit qu'on est délinquants... Non, arrêtez de faire là. Quand vous dites que les mots ont été trouvés, alors que ces mots-là, on dit d'un papier comme Mbosso que c'est un voyou, je me sens un peu mal à l'aise. Ne vous en faites pas, ne pensez pas que les vieux, tous sont normaux. Hein. Il y a de ces vieux qui sont de voyous. Si ce n'est pas son cas, mais il y a de vieux voyous. Ça existe. Ok, allez, pour clore totalement ces chapitres-là, Sesanga avait un meeting, c'est dimanche. Ngobila a annulé ça à la dernière seconde. Crainte de... ça, c'est les explications qu'on donne à l'hôtel de ville. Des affrontements entre d'un côté les partisans de Mbosso et de l'autre les partisans de Denis Sesanga ici au Kanluka. Vous voyez là où ça nous amène. Hein? Vous qui faites l'apologie des insultes. Hein? On commence même à craindre que les deux camps se rentrent dedans en plein jour à Kinshasa. Hein? Et ça amène, justement, logiquement, le gouverneur de la ville à annuler le meeting de M. Denis Sesanga. Ah, ok. Donc, il n'a pas la capacité de sécuriser les partisans de Denis Sesanga, alors. Gouverner, c'est prévoir. Non, mais effectivement. Quand on sent qu'il y a des menaces d'accrochage. Non, mais attendez. C'est aussi une manière de mesurer sa capacité à gérer la ville. Chaque fois qu'il y aura pression d'un autre camp, il va interdire aux autres de manifester. C'est ça son approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux organiser une activité, et qu'il y a 2 ou 3 personnes de l'UDPS fustiger mon attitude, eh bien, il doit m'interdire à manifester justement parce qu'il ne sera pas en mesure de me sécuriser contre ces bandits-là. Ce n'est pas sérieux. Il aurait donc dû laisser... D'ailleurs, est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il fait, lui? Est-ce qu'il est sérieux dans ce qu'il fait? Ce n'est pas comme ça un gouverneur dans un pays qui se veut des droits qui doit se comporter. On ne peut pas annuler une activité un jour avant la date. Ce n'est pas sérieux. Non, c'était le même jour. Il a annulé le même jour. Non, mais il a annulé le même jour quand? Il a annulé un jour avant. La décision a été rendue publique le même jour. Ce n'est pas sérieux. Alors, ils ont eu à dépenser, à engager à dépenser, ils ont eu à organiser tout ce qu'il y a eu comme organisation. Et comme ça, vous prenez la décision d'annuler. Comme ça. Pensez-vous vraiment que nous sommes dans un pays sérieux? Ce n'est pas normal. Je vous dis, le pays a déraillé. L'immoralité bat son plein. Il est temps pour nous, la classe politique, la nouvelle classe politique, de mettre tous ces éléments malicieux hors d'état de nuire. Si nous ne les faisons pas, le pays va disparaître. Donc aujourd'hui, pour que vous soyez en droit d'organiser des activités,
Vous devez être en odeur de sainteté avec Gentini. Vous devez être en odeur de sainteté avec M. Félix Tshisekedi. Non, nous ne pouvons pas nous battre pour imposer la démocratie avec des gens qui font preuve d'une sorte de tyrannie. Ça, c'est un pouvoir de la honte. Alors, tous les policiers qui sont là, que nous voyons chaque jour dans les activités, eux n'ont pour mission que de traquer, c'est d'empêcher aux autres de manifester. Mais ils n'ont pas la capacité de sécuriser ceux qui organisent leurs activités. C'est quand même décevant. Et nous comprenons que tous ces pouvoirs, ce n'est qu'un pouvoir de la honte. Des gens qui viennent justement pour se faire une santé financière. Ils n'ont aucune vision sur l'État. Ils ne connaissent même pas nos réalités. Ça sert à quoi d'avoir des gens comme ça à la tête du pays? Franchement, ça sert à quoi? Ils sont incapables de solutionner même les petits problèmes. Et c'est ce qui est grave. Non seulement ils sont incapables de solutionner nos problèmes, mais ils nous amènent d'autres problèmes qui n'existent pas. Ça, c'est une honte. Allez, on va terminer cette émission, M. Bolodja, avec ce tout dernier thème. On est pratiquement vers la fin. C'est la présence de l'armée ougandaise ici chez nous. Vous le savez, j'ai suivi les ministres Mouyaya. Il dit gouverner, c'est faire de choix. Et le gouvernement assume justement ces choix. À l'heure actuelle, ils ont plus des informations que nous, on n'a pas. Ils ont estimé nécessaire d'avoir l'accompagnement de l'Ouganda pour traquer les ADF. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, lui, il a plus d'informations que nous, parce qu'il est ministre. Mais lorsqu'on lui avait posé la question par rapport à l'entrée de ces troupes ougandaises, il n'était pas informé. Ça, ce sont des automates, des gens qui ne prennent même pas le soin de bien réfléchir. Dans tout État, il y a une dimension métaphysique, il y a une dimension anthropologique. On ne peut pas, comme ça, se limiter seulement à constater ce qu'il y a. Non. Nous avons de valeurs communes qui sont défendues par tout le monde. Lorsque vous faites entrer l'armée ougandaise, c'est un choix politique. Vous devez aussi vous assumer. Parce que lorsque nous vous disons que vous avez violé plusieurs dispositions de la Constitution, assumez-vous. Qui a donné le droit à M. Félix Tshisekedi de signer des accords au nom et pour le compte de l'État? Qui? Donnez-moi une seule disposition de la Constitution qui vous dit que les accords sont signés par le président de la République. Il n'y en a pas. D'où tire-t-il ces pouvoirs-là? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense avait signé préalablement ces accords pour que l'armée ougandaise entre chez nous? Quelle est la base légale de leur démarche? Parce qu'en lisant l'article 213, la Constitution est suffisamment claire. Le président de la République négocie et ratifie. Donnez-moi mon téléphone. C'est cet article-là. Quand vous posez la question, on va lire la Constitution quand même. Hein. Non, mais effectivement, donnez-moi l'ancien téléphone là, je vais regarder. Il négocie et il ratifie. C'est différent avec la signature. La signature, c'est la conclusion. C'est le gouvernement qui conclut les accords. La Constitution est suffisamment claire. Alors, le fait seulement qu'on est dans une gouvernance de Tchilé-Gelou, les gens veulent comprendre des choses à leur manière. Ce n'est pas le président qui signe les accords. La Constitution ne l'a pas dit. Alors, dites-moi, sur base de quoi devons-nous débattre sur cette question? On va chercher l'article 213. Deuxièmement, lorsque vous prenez la situation qu'il y a aujourd'hui entre notre nation et la nation ougandaise, nous avons encore des litiges. Il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des victimes de la guerre qui nous a été imposée par l'Ouganda et le Rwanda. Ah ben si la France avait réfléchi comme ça, Angela Merkel ne serait jamais arrivée à Paris. Hein? Non mais voilà pourquoi j'ai dit nos amis de l'UDPS, de l'Union Sacrée, doivent pousser leur raisonnement plus loin. Vous savez, pour que la France et l'Allemagne puissent harmoniser leur point de vue, il y a eu des traités. Le traité de Versailles, c'était justement pour établir la responsabilité de l'Allemagne par rapport à la France. Il y a un traité de Versailles qui reconnaît la responsabilité de l'Allemagne vis-à-vis de la France. Quel est ce traité-là qui a été signé? La France a reconnu son tort. L'Allemagne a reconnu son tort. L'Allemagne a cherché à corriger. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Ne me dites pas que nous sommes le seul pays qui a de voisins. Il y a une crise latente entre le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi les Rwandais ne font pas ça à l'Ouganda? Pourquoi l'Ouganda ne fait pas la même chose au Rwanda? Parce qu'ils ont aussi des ennemis là-bas. C'est ça la conscience collective. Lorsque vous avez des gens, je vois par exemple Kagame, avec la qualité de son cerveau, il ne peut pas accepter ça. Ça, c'est une manière de tronquer l'histoire. La France ne s'est pas réconciliée avec l'Allemagne sans un acte. Non, il y a un acte. Traité de Versailles, ça existe. On a étudié ça, je crois, en deuxième ou troisième secondaire.
Ces traités-là existent. Et l'Allemagne avait signé en dernier ces traités justement parce qu'il y avait des points de divergence au départ et puis ils ont eu à harmoniser. C'est comme ça que l'Allemagne a signé, a reconnu son tort. L'Ouganda a été jugé, l'Ouganda a été condamné. Qui a suspendu le processus de paiement? C'est M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous disons M. Félix Tshisekedi est dans la vision Imatuchi. Tout ce que Laurent Désiré Kabila avait refusé de donner, c'est ce que M. Félix Tshisekedi donne aujourd'hui. C'est grave ce que vous dites. Non, mais on peut le démontrer. C'est grave ce que vous dites. Non, mais tout ce que nous disons est grave parce que le pays a déraillé. Non, le président Tshisekedi il est dans la vision Imatuchi. On peut le démontrer aujourd'hui. C'est-à-dire que lui va aider à balkaniser notre pays pour créer le Tutsiland. Non, mais c'est déjà fait, non? Il est déjà en voie. Lorsqu'il signe des accords avec l'Ouganda pour la construction de routes de plus de 270 km de routes, lorsqu'il donne la possibilité au Burundi d'avoir le chemin de fer chez nous, lorsqu'il va construire l'aéroport international au niveau de Goma et le village et tout ça, lorsqu'il cède nos ressources aux sociétés minières du Rwanda pour exploiter nos ressources, c'est ça, c'est ce que Laurent Désiré Kabila avait refusé. Alors, lorsque Laurent Désiré Kabila vous dit ils veulent nous imposer la vision Imatuchi, et il a donné les éléments de cette vision. C'est ce que nous voyons. M. Félix Tshisekedi est en train de marcher sur notre dignité. Il est en train de marcher sur la mémoire de tous ceux qui ont été tués par l'Ouganda et le Rwanda. Et ça, c'est très grave. Il doit savoir qu'il ne sera jamais pardonné. Et ce qui est grave, ça ira de génération en génération. Il vient de jeter de l'opprobre sur la famille Tshisekedi. Personne ne va plus accepter cela. Personne. Ce qui veut dire qu'il ne sera jamais pardonné. Il y a des choses que nous ne pouvons jamais cautionner. Et ça, c'est très grave. Des gens qui ont été tués comme ça, sans résoudre le problème, et vous passez outre tout ce qu'il y a eu comme... Non, non. Non, mais la fin justifiant les moyens. Si après vous vous rendez compte que l'Ouganda, en collaboration avec les FARDC, réussissait finalement à mettre en déroute les ADF, vous allez dire quoi? Non, mais attendez. Vous ne leur accordez même pas un bénéfice de... Non, mais attendez, ce sont nos ennemis. L'Ouganda, jusqu'à preuve du contraire, c'est un... Il n'y a pas d'ennemi éternel la politique, hein? Oui, mais... Il n'y a pas d'amis éternel non plus. Non, mais effectivement, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des éléments qui changent la donne. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons 9 pays voisins. On a un problème aujourd'hui avec la Zambie. Il va résoudre comme ça? Il va céder nos ressources? Nous avons un problème avec la Tanzanie. C'est comme ça qu'il va résoudre? Avec tous les voisins? Nous avons le Mboro. Il va faire quoi? Il va négocier avec le Soudan du Sud? Avec la RCA? C'est la même chose? Avec le Congo-Brazza? On a des problèmes? C'est comme ça qu'il va, chaque fois qu'on aura des problèmes avec nos voisins, on doit céder nos carrés miniers, on doit oublier le passé? Lorsque nous voyons nos frères congolais dépasser les limites de nos frontières avec l'Ouganda, les pêcheurs congolais, ils sont abattus, ils sont arrêtés. Sur les lacs Albert. Alors, dites-moi, eux n'ont pas besoin d'avoir des amis ou des voisins comme nous? Pourquoi nous devons toujours fléchir devant? Pensez-vous que dans un pays sérieux, où vous avez un président qui a une grande vision, qui connaît la dimension métaphysique de notre État, il va accepter de brader comme ça notre dignité? La question que nous devons tous nous poser, est-ce que M. Félix Tshisekedi n'a pas les mains liées? Est-ce qu'il le fait librement? N'est-ce pas qu'il est quelque part utilisé contre nous? Est-ce qu'il a la volonté de nous nuire? Peut-être qu'il n'a pas les mains libres. Voilà pourquoi nous disons, il faut qu'il y ait ce tsunami-là, cette révolution. Ça va aussi l'aider à se libérer. Ce n'est pas normal, cher ami. Ce n'est pas normal de voir que dans un pays, alors que le plaie saigne encore, vous signez des pactes avec ces diables de l'Ouganda, vous faites entrer nos militaires, et leurs militaires ici chez nous, et ce qui est grave... Ça peut nous amener la paix, Alain Bolodja. Non, mais... ça peut nous amener la paix. Non, mais vous êtes sérieux, vous êtes content? Non, mais vous réveillez chaque jour, on a tué 10 personnes, on a tué 100 personnes, ça vous fait plaisir? Est-ce que vous savez, en disant ça, vous contredisez tout ce que M. Félix Tshisekedi nous a ressassé pendant tous ces mois? N'est-ce pas que l'état de siège avait enregistré des avancées? N'est-ce pas qu'on nous avait dit ici qu'il y a des avancées? Notre armée prend de l'espace, on arrive à chasser tout ce qu'il y a comme groupe armé. Aujourd'hui, nous avons le contrôle de cette zone. Alors, vous qui êtes en position de force, comment pouvez-vous signer des pactes avec les ennemis? Et ce qui est encore très grave, n'oubliez pas, le Rwanda aussi s'invite. Le Rwanda viendra.
Essayez de vous imaginer. On a le Rwanda, on a l'Ouganda. Mais ce fait, c'est qu'il prend le risque de nous lancer dans ces opérations-là. S'il y a encore des bévues, si on tue encore nos concitoyens, pensez-vous vraiment que M. Félix sera en paix? Pensez-vous vraiment qu'on va le laisser faire ce qu'il veut? Aujourd'hui, si nous ne réagissons pas, c'est justement parce que nous pensons qu'il a encore une présomption de sainteté jusque-là. Mais lorsqu'on va constater qu'il y a des bévues, il y a des déviations, nous allons manifester. C'est ces jours-là que vous saurez qui nous sommes réellement. Allez, on va terminer cette émission. On termine totalement. Alain Bolodja, ancien kabylliste. Qu'est-ce que vous dites de Congo Aldap où on présente Kabila comme un voleur, comme un... Vous dites quoi? Le Kabila que vous vantiez hier là ressemble à ces voleurs qu'on est en train de peindre dans ces enquêtes-là? Voleur, je ne sais pas, détourneur, oui. Ah, donc vous confirmez, vous soutenez le rapport Congo Aldap, l'enquête Congo Aldap? Bien évidemment. Donc Kabila a détourné les 130 millions de... Non, probablement. Ils doivent apporter plus d'éléments pour que nous sachions si effectivement c'est lui ou c'est son système, son régime. Parce que nous savons tous qu'il y a eu une mégestion lorsque M. Félix Tshisekedi, M. Kabila était au pouvoir. Nous savons tous comment la gestion a été... il y avait une mauvaise gestion, il y avait une mauvaise gouvernance. Le fait seulement que M. Kabila n'a pas su mettre en place de bons mécanismes pour empêcher à ce qu'il y ait des détournements. Nous avons vu des gens qui se sont enrichis de manière insolente. Le simple fait d'avoir assumé de fonctions dans ces pays. Lorsqu'on va commencer à auditer la République, il y aura des gens qui seront arrêtés. Je ne pense pas que M. Bahati est saint. Je ne peux même pas imaginer cela. Je ne peux pas imaginer que M. Mbosso soit un saint. Je ne peux pas imaginer tous ceux qui ont eu à assumer de fonctions sont des saints. Parce que lorsque nous calculons leurs revenus officiels par rapport à ce qu'ils présentent aujourd'hui en termes de poids financier, on doit se poser des questions. Mais non, ce que moi je n'ai pas compris, c'est l'attitude controversée de M. Alinguetti. Apparemment, les gens comprennent que derrière ces dossiers, on viserait aussi dans une certaine mesure M. Félix Tshisekedi. Je n'ai pas compris son attitude controversée. Non, mais il dit qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Est-ce que ceux qui parlent du néocolonialisme, de l'impérialisme derrière cette enquête-là n'ont-ils pas raison? Kabila, vous le savez, contrat minier, révision de contrat avec la Chine, révision du code minier. Ça, ce sont de faux clients. Ça, ce sont de faux clients. Ils n'ont jamais pardonné. C'est vrai que M. Kabila, dans une certaine mesure, a démontré à la face du monde qu'il affichait une image de nationaliste par le fait d'avoir refusé de céder certains carrés miniers pour les Européens, mais il l'a fait pour les Chinois. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire que lui n'a pas détourné. C'est impossible. Certainement qu'il a détourné, mais peut-être pas dans ses dossiers, mais certainement qu'il a détourné. Mais ce qui me pousse un peu à réfléchir à deux fois, c'est l'attitude controversée de M. Alinguetti. Vous dites que l'argent est sorti de la Banque centrale jusqu'au niveau de la BGFI Bank. Ce qui veut dire que la base du rapport est vraie. L'argent a effectivement quitté le compte du Trésor vers une banque commerciale. Alors, tout ce qui vient après, le fait seulement que vous n'avez pas la maîtrise de ces informations, taisez-vous. Parce qu'ils n'ont pas contredit ce que vous avez dit. Ils ont plutôt apporté d'autres éléments complémentaires. Vous vous êtes limité à BGFI Bank. Ils sont allés au-delà des BGFI Bank. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'effectivement, vous n'avez pas bien fait votre travail comme d'habitude. Ils se limitent au niveau de BGFI Bank et ils disent les autres ont de mauvaises intentions. Non. C'est vous. L'objectif c'est quoi? Est-ce qu'il n'a pas eu peur? Peut-être qu'elle est... Non mais bien évidemment, voilà pourquoi nous vous disons Kabila est encore là. Libala moi en akat. Kabila est encore là. Kabila est le géniteur de ces régimes, de ces systèmes. Kabila est encore en train de maîtriser tout ce qu'il y a. On fait semblant comme s'il y avait... Non, Kabila est encore là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en mesure de s'attaquer à Kabila. Ce qui est aussi vrai, c'est que nous attendions de nos amis, les juristes, de nous dire qui est son juge naturel. Ça aussi, c'est un débat. Nous avons droit de savoir qui va juger Kabila. C'est la question que j'allais poser. Pour vous, c'est quoi? Il faut les juger, il faut que la justice se saisisse de l'affaire. Non, mais qui va? Quelle justice? Kabila a quand même sur sa tête la loi sur la protection des anciens chefs de l'État. Par exemple, l'affaire Matata nous a démontré aujourd'hui que si vous l'amenez devant la Cour constitutionnelle, ça ne va pas aller. Par exemple, la loi ne parle pas de la Cour de cassation. Kabila ne peut pas être... Tout ça, c'est compliqué quand même. Hein? Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit
L'intellectuel congolais est un peu bouché, est un peu bloqué dans son raisonnement. Nous devons arriver à dire à la population, vous qui soutenez l'idée de faire arrêter Kabila, qui est son juge? Dès lors qu'on n'a pas fixé le cadre de son jugement, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est du blabla. Voilà pourquoi nous disons, il faut que nous ayons une nouvelle constitution, la constitution de la 4e République, où on va reconnaître la compétence à la Cour constitutionnelle de juger les anciens premiers ministres et les anciens présidents de la République. La constitution est miouette quant à ce. Alors, la loi ne peut pas élargir les compétences de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que tout ce que nous disons là, ce ne sont que des constats. Donc, le régime d'impunité est installé. Kabila. Bien évidemment. M. Félix Tshisekedi est plus vulnérable que M. Kabila. On a la facilité d'arrêter M. Félix Tshisekedi aujourd'hui, de les juger et de les condamner. Il a un juge naturel qui est connu, mais M. Kabila non. Voyez-vous? Ce qui veut dire que là, ça relance les débats sur la configuration de l'État. Nous vous proposons une nouvelle constitution, la constitution de la 4e. Après la révolution. Après la révolution. Ah, allez, l'émission est terminée. Allez, bon. Après la révolution. Merci d'être venu nous voir, cher ami. Non, mais il faut aimer la révolution. Il faut mettre de côté tous ces éléments malicieux. Révolution, Zanga siège, Zanga Nino, Zatana Deba, tout mais tu la révolution, Minga, Totangi, Bandara, on a 2 personnes. Révolution, on a TV, quand on a TV, révolution. On a tout nous à siège de Zanga, posant la montée. Secrétaire général, le mouvement de Yazat. Mais révolution. Non, mais attendez. Bino, ce que tu as le secrétaire général, ce que le secrétaire général Malongane Kabouya. Bango mutu bana siège, bana secrétaire général, secrétaire Malongane Kabouya. Parti présidentiel, vous avez un secrétaire local Kabouya. Vous me dites que vous avez un secrétaire général, que vous avez un secrétaire général. Il y a solo. Ah, papa. Papa. Nous sommes un état d'esprit. Ça viendra. Politicien va plateau à TV. Et il y a Rarak. Politique ya osaka na TV osanga osaka meeting to saka lo te politique. Mais pas tout ba kanisa meeting ne sarani. Kana yo papa, tika biso to fanda. Meeting ne sarani. Tika biso to fanda. Mukombiso to kanga ba caméra to piso sur plateau to olobela. Oh, bongo so na meeting ba pimelinga ne na oloba. Olobela. Non mais Delis c'est ça un secrétaire général ba pimele meeting. Alobite. Ba boulé, au moins bataille de pèse ba boulande bien, ba boulé bien. Et monsieur Si. Bon à 18 ans balia Mobutu ne trouble ba boulé bien. Allez Boloja, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Regardez-moi bien, si vous aimez. Londolois. Injustice net au boy. Si vous aimez la veste et même la montre, donc contactez la boutique La Londoloise et commandez cette veste. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.